Si vous avez manqué la diffusion originale des Beverly Hillbillies, vous avez manqué l'une des sitcoms les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Avec son scénario hilarant de poissons hors de l'eau et ses personnages inoubliables comme Jed, Granny et Ellie Mae, la série est devenue un phénomène culturel et a duré 9 saisons complètes. Mais si le rire qu'ils nous ont apporté perdure, les membres de la distribution, eux, nous ont lentement quittés au fil des ans. Certains sont décédés paisiblement, d'autres après de longues luttes contre la maladie. Dans cette vidéo, nous revenons sur la façon dont chaque membre bien-aimé de la distribution des Beverly Hillbillies est décédé et célébrons la vie qu'ils ont vécue au-delà de l'écran. Le parcours de Buddy Ebsen pour devenir le patriarche le plus aimé d'Amérique a commencé bien avant qu'il ne découvre du pétrole sur sa propriété. Cet artiste talentueux a commencé sa carrière dansant sur les scènes de Broadway dans les années 1930, tournoyant et tapant avec une énergie qui a attiré l'attention d'Hollywood. Ses premiers travaux cinématographiques l'ont associé à certains des plus grands noms de l'époque, créant des moments magiques à l'écran avec des stars comme Shirley Temple et Judy Garland. Ce que de nombreux fans ne réalisent pas, c'est qu'Ebsen a failli faire partie de l'un des plus grands classiques du cinéma d'une manière complètement différente. Initialement choisi pour jouer l'épouvantail dans Le Magicien d'Oz, il a fini par échanger son rôle avec Ray Bouillier pour devenir l'homme de fer à la place. Cependant, le destin a décidé autrement lorsque la poudre d'aluminium utilisée dans son maquillage métallique l'a rendu dangereusement malade, le forçant à quitter complètement la production. Ce revers, bien que décevant à l'époque, allait finalement le conduire sur un chemin qui a apporté de la joie à des millions de téléspectateurs. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Ebsen a répondu servant son pays dans la garde côtière américaine, mettant sa carrière de divertissement suspens pour remplir son devoir patriotique. Après son retour du service, il s'est replongé dans le métier d'acteur avec un but renouvelé, assumant divers rôles au cinéma et à la télévision tout au long des années 1950 et au début des années 1960. Une performance particulièrement mémorable a eu lieu dans Breakfast at Tiffany's, où il a joué Doc Golightly, créant un portrait touchant du mari, séparé du personnage d'Audrey Hepburn, qui a mis valeur son éventail dramatique. Le rôle qui allait définir l'héritage d'Ebsen est arrivé 1962 lorsque les Beverly Hillbillies ont été diffusés pour la première fois sur CBS. Tant que Jed Clampett, le millionnaire pétrolier accidentel qui a déménagé sa famille des Monts Ozarks à Beverly Hills, Ebsen a incarné un personnage resté humble et gentil, malgré sa richesse nouvellement acquise. Son interprétation du patriarche de la famille était marquée par un humour doux, une sagesse populaire et une boussole morale inébranlable qui ont fait de Jed le cœur de la série. Pendant 9 saisons réussies, le public l'a vu naviguer dans le choc entre les valeurs simples de la campagne et la vie sophistiquée de la ville, conservant toujours sa dignité et sa bonne nature. Après la fin de la remarquable série des Beverly Hillbillies, Ebsen n'a pas ralenti le rythme. Il a fait diverses apparitions dans des émissions populaires comme Gunsmoke, Hawaii 5-0 et Bonanza, prouvant sa polyvalence tant qu'artiste. Son prochain rôle majeur a été celui du personnage principal de Barnaby Jones, où il a joué un détective privé populaire qui résolvait des crimes avec une intelligence rurale et des enquêtes persistantes. Cette série a duré 7 ans, de 1973 à 1980, donnant à Ebsen une autre franchise télévisée à succès, et prouvant que le public ne se lassait pas de sa marque particulière de sagesse terre-à-terre. Au-delà de sa carrière d'acteur, Ebsen était aussi un homme aux nombreux talents et intérêts. Il a écrit 4 livres au cours de sa vie, partageant ses pensées et ses expériences avec les lecteurs qui voulaient savoir plus sur l'homme derrière leur personnage préféré. La musique était une autre de ses passions, et il a enregistré 3 albums qui ont mis valeur une autre facette de ses capacités artistiques. Sa vie personnelle
a été marquée par 3 mariages et 7 enfants, créant une grande famille qui lui a apporté une grande joie tout au long de sa vie. Lorsqu'Epson est décédé juillet 2003, à l'âge remarquable de 95 ans, il a laissé derrière lui un héritage de divertissement qui avait touché plusieurs générations. Son décès est survenu des suites d'une insuffisance respiratoire. Une fin paisible à une vie remplie de créativité, de service et du genre de chaleur authentique qui a rendu ses personnages si attachants. Né 1902, le chemin de Ryan vers la célébrité à la télévision a été tout sauf conventionnel, serpentant à travers des décennies de scènes de vaudeville, d'émissions de radio et de films hollywoodiens, avant qu'elle ne trouve son personnage parfait dans Daisy May Moses, grincheuse mais adorable. La carrière de Ryan a commencé dans les années folles, lorsqu'elle s'est associée à son premier mari, Tim Ryan, pour créer un numéro de comédie duo qui a diverti le public à travers le pays. Leur chimie sur scène était indéniable, et ils ont réussi à faire la transition vers le travail à la radio et au cinéma dans les années 1930. Même après la fin de leur mariage 1942, ils ont continué à travailler ensemble professionnellement, apparaissant dans une série de films tout au long des années 1940 qui ont mis valeur leur sens du timing comique et leur complicité. Pendant les années de guerre et au-delà, Ryan a continué à perfectionner son art, faisant des tournées avec la légende de la comédie Bob Hope et apprenant auprès de l'un des maîtres du divertissement. Ces expériences lui ont appris l'art du timing parfait et comment livrer une chute qui donnerait envie au public d'avoir plus. Son deuxième mariage avec Harold Knox, 1946, a duré 15 ans. Mais comme de nombreux artistes de sa génération, elle a constaté que les exigences du show business pouvaient mettre à rude épreuve les relations personnelles. La télévision l'a appelée dans les années 1950 et Ryan a fait ses débuts sur le petit écran dans le Danny Thomas Show 1955. Tout au long de la fin des années 50 et du début des années 60, elle est apparue dans diverses émissions, se bâtissant une réputation d'actrice de personnage fiable qui pouvait apporter de la profondeur et de l'humour à n'importe quel rôle. Elle était loin de se douter que sa plus grande chance était encore à venir. Lorsque le casting des Beverly Hillbillies a commencé 1962, Ryan avait déjà 60 ans, un âge où de nombreuses actrices constataient que les opportunités se faisaient rares. Cependant, son audition pour le rôle de Granny a été si mémorable et parfaite qu'il ne faisait aucun doute qu'elle était destinée à jouer la matriarche de la famille Clampett. Tant que Granny, Ryan a créé un personnage féroce, opiniâtre et absolument hilarant, livrant ses répliques avec une combinaison de sagesse rurale et de détermination obstinée qui l'a rendue inoubliable. Après la fin de la série à succès des Beverly Hillbillies, Ryan a prouvé qu'elle était loin d'être prête à prendre sa retraite. À l'âge de 70 ans, elle a assumé l'un de ses rôles les plus difficiles, celui de Bertha dans la production originale de Broadway de Pipin 1972. Travaillant sous la direction du légendaire Bob F.S.Y., elle a apporté ses décennies d'expérience à la scène musicale, obtenant une nomination aux Tony Awards pour la meilleure actrice de soutien ou vedette dans une comédie musicale, 1973. Tragiquement, Ryan n'a pas pu assister à la cérémonie des Tony Awards mars de la même année. Lors d'une représentation de Pipin plus tôt ce mois-là, elle a subi un accident vasculaire cérébral qui allait finalement mettre fin à sa remarquable carrière. Auparavant, on lui avait diagnostiqué une tumeur au cerveau inopérable. La femme qui avait apporté tant de rires et de joie au public pendant des décennies est décédée le mois suivant à l'âge de 70 ans, laissant derrière elle un héritage de performances qui continue de divertir de nouvelles générations de téléspectateurs. Donna Douglas a apporté une douceur innocente et une beauté époustouflante au rôle de la fille aînée de Clampett, créant un personnage à la fois magnifique
et attachant naïf du monde sophistiqué dans lequel elle s'est retrouvée. Le chemin de Douglas pour devenir Ellie Mae a commencé par un travail de mannequin qui a ouvert les portes à de petites apparitions à la télévision dans des émissions comme le Perico Show et le Steve Allen Show. Sa beauté saisissante et sa présence naturelle à l'écran l'ont amenée à jouer des rôles au cinéma à la fin des années 1950 et au début des années 1960, notamment des apparitions dans Coréa aux côtés de Dean Martin et Shirley Mlan et Love a Come Back avec Rock Hudson et Doris Day. Ses premiers rôles ont mis valeur sa capacité à se mesurer à certaines des plus grandes stars d'Hollywood. L'une des apparitions télévisées les plus mémorables de Douglas a eu lieu dans un épisode classique de la 4e dimension, intitulé Eye of the Beholder, 1960. Dans ce conte obsédant, elle a joué une femme considérée comme hideuse selon les normes de sa société, bien que les téléspectateurs aient pu voir qu'elle était traditionnellement belle. Le rebondissement, bien sûr, était que tous les autres dans son monde avaient des traits de porc, ce qui faisait d'elle l'étrangère, parce qu'elle avait l'air normal selon nos normes. Lorsque les Beverly Hillbillies ont été diffusés pour la première fois en 1962, l'interprétation d'Ellie Mae Clampett par Douglas est devenue un succès instantané auprès du public. Son personnage était un mélange unique de beauté époustouflante et d'esprit garçon manqué, aussi à l'aise pour lutter avec des animaux sauvages que pour être glamour dans les dernières modes. L'enthousiasme innocent d'Ellie Mae pour la vie et sa véritable gentillesse envers toutes les créatures ont fait d'elle une figure bien aimée qui représentait le meilleur des deux mondes, la beauté naturelle et un cœur intact. Pendant les 9 années de diffusion de la série, Douglas a eu l'occasion de travailler avec l'une de ses idoles lorsqu'elle a joué aux côtés d'Elvis Presley dans le film Frankie and Johnny de 1966. C'était son seul rôle principal dans un grand film, et l'expérience de travailler avec le roi du rock'n'roll a été un point culminant de sa carrière qu'elle a chéri pour le reste de sa vie. Le film a mis valeur une facette différente de ses capacités d'actrice et a prouvé qu'elle pouvait porter un film tant que rôle principal féminin. 1971, la même année où les Beverly Hillbillies ont terminé leur diffusion réussie, Douglas a épousé le réalisateur de la série, Robert Lee. Cette union semblait promettre de nouvelles collaborations créatives, mais l'évolution du paysage télévisuel des années 1970 a signifié moins d'opportunités pour le type de divertissement familial sain qui avait rendu Douglas célèbre. Elle a brièvement travaillé comme agent immobilier, appliquant ses compétences interpersonnelles à un domaine complètement différent, tout considérant ses prochaines étapes de carrière. Tout au long des années 1970, Douglas a fait des apparitions occasionnelles à la télévision, dans des émissions comme Night Gallery et Macmillan and Wife. Bien que ses rôles soient très différents de l'innocente Ellie Mae qui l'avait rendue célèbre. Lorsque Douglas est décédé d'un cancer du pancréas le 1er janvier 2015, à l'âge de 82 ans, elle a laissé derrière elle le souvenir d'une femme qui avait utilisé sa beauté et son talent pour apporter de la joie à des millions de personnes, tout ne perdant jamais de vue ses valeurs et sa foi. Sa mort a marqué la fin d'une époque pour les fans qui avaient grandi regardant ses aventures à Beverly Hills. Dans les Beverly Hillbillies, Melbourne Dedale était toujours pressée de protéger la fortune des Clampett, principalement parce qu'elle était dans sa banque. Son énergie nerveuse, sa politesse forcée et sa tendance à paniquer chaque fois que la famille faisait quelque chose de trop plouc pour Beverly Hills ont fait de lui l'un des éléments les plus drôles de la série. Mais le véritable parcours de Raymond vers ce rôle a été tout sauf rapide. Dans sa jeunesse, Bailey a essayé de se lancer dans le métier d'acteur, mais a constaté que les portes se fermaient sur lui plus souvent qu'elles ne s'ouvraient. Le rejet était décourageant. Alors, il a fait ses valises et a travaillé à travers une variété de petits boulots. Il est devenu marin marchand, voyageant à travers le monde, découvrant de nouvelles cultures et vivant une vie bien éloignée des plateaux de tournage hollywoodiens.
Cette période passée loin du métier d'acteur ne l'a pas empêché de rêver, cependant. Cela n'a fait que rendre le succès éventuel encore plus doux. Dans les années 1950, il a décidé de retenter sérieusement sa chance dans le métier d'acteur. Et cette fois, les choses ont commencé à se mettre place. Il a décroché des rôles petits mais constants au cinéma et à la télévision, suffisamment pour que son visage soit reconnu par les directeurs de casting. Il a même obtenu un rôle dans Sueur froide d'Alfred Hitchcock, ce qui lui a donné une crédibilité bien méritée dans l'industrie. Il a fait des apparitions dans des émissions de télévision populaires de l'époque, Gunsmoke, La quatrième dimension et Alfred Hitchcock. Presents, construisant lentement une carrière brique par brique. Puis, 1962, la vie de Bailey a pris une tournure dramatique lorsqu'il a été choisi pour incarner Milbourne Dale. Le personnage était tout ce que Bailey savait jouer. Haut placé, axé sur l'argent et constamment sur les nerfs. Le public adorait le regarder se démener pour garder la fortune des Clampettes dans sa banque, tout essayant de maintenir une image parfaite de Beverly Hills. Le rôle a fait de lui un nom familier et a cimenté sa place dans l'histoire de la télévision. Malheureusement, vers la fin des 9 années de diffusion de la série, Bailey a commencé à montrer les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Malgré cela, il a continué à travailler pendant quelques années, apparaissant dans des films comme Un nouvel amour de coccinelle de Disney et L'homme le plus fort du monde. Sa santé, cependant, l'a progressivement forcé à prendre sa retraite. Le 15 avril 1981, Raymond Bailey est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 75 ans. Son chemin vers le succès avait été long, mais il a laissé derrière lui l'héritage d'un personnage dont les fans se souviennent encore avec le sourire. Mais Miss Jane n'était pas qu'une simple secrétaire de Monsieur Dale. Elle était le cerveau qui assurait le bon fonctionnement de la banque, même si elle devait lever les yeux au ciel devant les singeries de son patron. La performance de NY était vive et spirituelle, et elle ajoutait beaucoup de charme à la série. La vie de Nancy Kulp avant Hollywood était tout aussi fascinante que sa carrière à l'écran. Elle est née Pennsylvanie et a fréquenté l'université, obtenant finalement un diplôme journalisme. Elle a passé le début de sa vie professionnelle tant que reporter. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, elle a décidé de servir son pays rejoignant la réserve navale américaine. Elle a travaillé dans les relations publiques et a été félicitée pour son intelligence et son dévouement. Lorsque la guerre a pris fin, Nancy a déménagé à Hollywood pour travailler au service de publicité de MGM, faisant la promotion d'autres stars. Mais les gens n'arrêtaient pas de lui dire qu'elle avait le genre de présence qui appartenait devant la caméra, pas derrière. Finalement, elle a suivi leurs conseils et a commencé à auditionner. Ses traits fins, sa grande taille et son débit sec l'ont fait sortir du lot, ce qui lui a valu de petits rôles dans des films comme Sabrina et Une étoile est née. La télévision a rapidement suivi et Nancy est devenue un visage familier dans des rôles d'invités dans I Love Lucy, Perry Mason et La quatrième dimension. Sa grande chance est arrivée 1962 lorsqu'elle a été choisie pour jouer dans les Beverly Hillbillies. Tant que Miss Jane Hathaway, elle a joué le parfait contrepoint aux gaffes de Monsieur Dale, à l'avidité, à l'efficacité, au sang-froid et à l'affection secrète pour Jethro, au grand amusement des téléspectateurs. Le rôle lui a valu une nomination aux Emmy Awards et une base de fans fidèles qui parlent encore d'elle à ce jour. La vie de NY après les Beverly Hillbillies a pris une tournure intéressante. Elle a continué à jouer à la télévision et sur scène, mais dans les années 1980, elle a décidé de se lancer politique. Elle s'est présentée à un siège à la Chambre des représentants des États-Unis. Mais la campagne a ravivé de vieilles tensions avec sa covedette Buddy Ebsen, qui a publiquement soutenu son adversaire. La course ne s'est pas déroulée comme elle le souhaitait,
Mais Nancy n'était pas du genre à s'attarder sur les pertes. Elle s'est tournée vers l'enseignement, transmettant ses connaissances matière de jeu d'acteur aux étudiants du Juniata College, Pennsylvanie. 1991, Nancy Kulp est décédée d'un cancer à l'âge de 69 ans. Elle a laissé derrière elle une carrière remplie de journalisme varié, de services militaires, de jeux d'acteurs, de politique et d'éducation, et un personnage de télévision qui fait encore rire des décennies plus tard. Jethro était une âme simple, rêvant toujours grand, mais réfléchissant rarement aux choses. Qu'il se vante de son éducation de 6e année, ou qu'il invente des plans farfelus pour s'enrichir rapidement, Jethro était un personnage dont les fans ne se lassaient pas. Et le sens du timing comique de Bear a fait que tout a fonctionné. Max Baer Jr. est né dans la célébrité, tant que fils de Max Baer, le champion de boxe-poids lourde. Malgré cela, il n'a pas immédiatement jeté son dévolu sur le métier d'acteur. Il a fréquenté l'université et obtenu un diplôme commerce. Mais peu après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à explorer l'industrie du divertissement. Ses premiers emplois d'acteur sont arrivés au début des années 1960, avec des apparitions dans des émissions comme Maverick et Hawaiian High. Lorsque les Beverly Hillbillies ont fait appel à lui en 1962, Bear a repris le rôle de Jethro, un rôle qui allait définir sa carrière. Pendant 9 saisons, il a embrassé l'enthousiasme inconscient du personnage, allant même jusqu'à se travestir pour jouer la sœur jumelle de Jethro, Jethryn, dans plusieurs épisodes. Le rôle a fait de lui une star de la télévision, mais il s'est également avéré délicat pour sa carrière ultérieure. Les directeurs de casting ont eu du mal à le voir autrement que comme Jethro. Plutôt que de lutter contre le typage, Bear s'est tourné vers la production, l'écriture et la réalisation de films. Son travail derrière la caméra comprend Ode à Billie Joe, une adaptation cinématographique de la chanson à succès, qui est devenue un succès au box-office. Il a également réalisé The Wild McCulloch et Hometown USA dans les années 1970. Dans les années 1990, Bear a trouvé une autre façon de se connecter aux Beverly Hillbillies, concédant sous licence les personnages pour une utilisation sur les machines à sous. Il a même prévu un hôtel et casino sur le thème des Beverly Hillbillies au Nevada, avec un restaurant appelé Jethro's Beverly Hills Mansion. Des problèmes juridiques, cependant, ont empêché le projet de devenir une réalité. Aujourd'hui, âgé d'une fin de 80, Max Baer Jr. s'est retiré des projecteurs, mais il reste le dernier membre survivant de la distribution principale de la série. Les fans l'abordent encore avec des histoires sur le visionnage des clampettes avec leur famille, et il continue d'assister à des apparitions publiques occasionnelles liées à la série. Les Beverly Hillbillies ont peut-être disparu de nos écrans depuis longtemps, mais les rires, le charme et les personnages inoubliables qu'ils nous ont donnés resteront toujours vivants. Quel était votre membre préféré du clan Clampett?